Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de Devoir de mémoire, l'émission qui va justement retracer l'histoire de l'Afrique pour permettre justement aux nouvelles générations de comprendre d'où est partie l'histoire de ce continent, le continent noir comme on l'appelle. Et ainsi, nous allons initier ce projet d'émission, Devoir de mémoire, pour permettre justement aux Africains à parler de leur continent et à parler également justement de personnages et de gens qui ont parlé de ce continent bien avant. Ainsi donc, pour commencer ce premier numéro de Devoir de mémoire, nous allons parler ce soir donc d'un hommage aux soldats africains qui a eu lieu justement ici en France, à l'inauguration justement des grands événements ici en France, à Paris, où M. Anissé Mobé, qui est l'invité ce soir de cette émission, pour commencer. M. Anissé Mobé, vous avez participé justement aux différentes réunions, aux différentes rencontres justement pour parler des questions relatives à l'Afrique. Pour commencer cette émission, j'aimerais vous entendre, vous qui êtes donc spécialiste en sociologie, chercheur en sciences sociales, comme on vous présente souvent, pour parler avec vous justement de cette question de l'Afrique. L'hommage aux soldats africains, pourquoi faire aujourd'hui? Mais pour plusieurs raisons, parce que le colloque a été organisé par Capdiv, donc le 12 septembre dernier, hommage aux combattants africains des deux guerres mondiales. Bon, peut-être ce soir, nous allons surtout nous limiter à la Première Guerre mondiale. Pour plusieurs raisons qu'il fallait rendre cet hommage-là. D'abord, nous sommes à quelques mois du cinquantenaire des indépendances africaines. Or, justement, la participation des soldats africains aux deux guerres mondiales, notamment déjà à la Première Guerre mondiale, était déjà le prémisse d'une remise en question de la colonisation. Parce que les Africains se sont rendus compte que la supériorité prétendue du blanc sur l'Africain reposait en fait sur des mythes, parce que c'est grâce à la vaillance des soldats africains que finalement des grands pays comme la France, la Grande-Bretagne et même la Belgique ont pu gagner les deux guerres mondiales. Ça, c'était une première chose. Le deuxième enjeu de cette commémoration, c'est justement, vous l'avez évoqué au début, il est grand temps que 50 ans après les indépendances africaines, que les Africains, notamment les universitaires africains, commencent à libérer l'écriture, l'enseignement de l'histoire africaine du corset culturel colonial. Parce que dans les cas, la participation, la vaillance militaire des soldats africains est une illustration du fait que les Africains ne sont pas souvent considérés comme des acteurs de l'histoire. Et souvent, quand on raconte l'histoire, la participation des Africains aux deux guerres mondiales, les soldats africains, leur vaillance n'est perçue qu'à travers la qualité des officiers et non pas à travers la combativité, à travers la bravoure militaire des Africains, des soldats africains eux-mêmes. Et enfin, dernier élément, souvent quand on parle des soldats africains, on oublie que les populations civiles aussi ont participé, sur le plan économique notamment, à la victoire des alliés aussi bien à la Première Guerre mondiale qu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment tout à l'honneur de Télésud que de consacrer quelques minutes d'attention, comme vous l'avez souligné aussi, pour que les nouvelles générations puissent se rendre compte, prendre toute la mesure des véritables enjeux de l'écriture de l'histoire africaine, à la fois sur le plan universitaire que sur le plan politique. Justement. Alors, essayons un peu de revoir un peu, faire un aperçu historique sur les causes et conséquences de cette guerre-là. Pourquoi les Africains, justement, très loin, sont venus s'impliquer dans cette guerre mondiale? Bon, les Africains ont été entraînés dans les deux guerres mondiales. Et sans que les Européens nous expliquent pourquoi il fallait se battre, ils nous ont imposé comment il fallait se battre, militairement, économiquement, financièrement parlant. Alors pour se limiter à la Première Guerre mondiale, d'abord il faut se rendre compte, il faut se rappeler que 1914, c'est l'époque, c'est vraiment les triomphes des empires à ce moment-là. Donc l'Europe ici, il faut compter l'empire austro-hongrois, l'empire de la Russie, l'Allemagne et puis l'empire ottoman. Les Royaumes-Unis, c'est un royaume, la France est une république, mais leur puissance repose en grande partie sur la possession des empires coloniaux. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc la Première Guerre mondiale, c'était surtout l'affrontement impérialiste entre des grands empires. Le partage de l'Afrique a été justement une des expressions achevées de ces impérialismes-là, déjà depuis la conférence
conférence de Berlin. Et donc ça, c'est un premier élément. Et donc, la Première Guerre mondiale, c'est aussi donc l'affrontement à la fois pour c'est disputer l'accès aux ressources économiques, donc rivalité sur le plan économique et sur le plan commercial, rivalité aussi de l'hégémonie, donc qui va dominer l'Europe à ce moment-là. Et enfin, troisième élément, et là on arrive donc au cœur de notre débat, pourquoi que viennent faire les Africains ici? Mais c'est tout simplement parce que les puissances qui vont s'affronter, les principaux belligérants, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Angleterre et accessoirement la Belgique, sont des puissances qui ont des colonies. Or, c'est en Afrique là-bas donc que ces belligérants partagent les plus longues frontières. Pour ne prendre que l'Afrique, donc 3 zones. D'abord, l'Allemagne a, en Afrique de l'Ouest, les Togo comme colonie. Mais les Togo est entouré du Ghana, du Dahomey et de la Haute-Volta, c'est-à-dire d'une colonie britannique, de 2 colonies françaises. En Afrique centrale, l'Allemagne a les Cameroun, là aussi entouré de Nigeria et puis surtout du Gabon, donc des possessions françaises. Et surtout, en Afrique orientale, il y a le Rwanda, l'Urundi et l'Est africain, c'est-à-dire les Tanganyika, l'actuelle Tanzanie. Eh bien, ces 3 colonies allemandes ont comme voisins le Congo belge, la Rhodésie du Nord, c'est-à-dire une colonie britannique, et puis 2 autres colonies britanniques au nord, l'Ouganda et le Kenya. Et enfin, les sud-ouest africains, c'est-à-dire l'actuelle Namibie. Et donc, les puissants, les belligérants, vont s'affronter non seulement ici en Europe, mais aussi en Afrique, parce qu'ils ont des colonies là-bas, et les conséquences de cette implication des Africains dans les 2 guerres mondiales vont avoir des conséquences assez considérables jusqu'ici en Europe, parce que l'Allemagne va être dépouillée de ses colonies, ça c'est une première conséquence. Et deuxième conséquence, les vainqueurs, c'est-à-dire la Bretagne et la Belgique, vont étendre leurs empires coloniaux. Donc la variance, les victoires militaires des Africains vont redessiner les contours géopolitiques des empires coloniaux. Et enfin, il y a surtout la création de la Société des Nations pour tenter de réguler les relations internationales. Donc voilà un peu les conséquences au niveau diplomatique, au niveau européen. Mais au niveau des Africains, il y a surtout la remise en cause de la suprématie du blanc. Donc, désormais, les Africains vont commencer à appréhender les Européens d'une autre façon. Et d'ailleurs, les années qui vont suivre... Après avoir participé avec eux dans la guerre. Avec eux dans la guerre, puis ils se rendent compte qu'ils sont tout aussi courageux, peut-être même parfois beaucoup plus vaillants que les Européens. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, du côté maintenant des vainqueurs, c'est-à-dire des puissances coloniales, ils vont se rendre compte à quel point les colonies non seulement participent à leur puissance diplomatique, mais sur le plan économique et surtout maintenant sur le plan géopolitique. Et donc les colonies vont prendre de l'importance, ce qui fait que les années qui vont suivre la Première Guerre mondiale vont être des années de l'âge d'or de la colonisation, mais en même temps aussi vont être perturbées par des troubles dans certaines colonies. Pour ne prendre que quelques exemples, par exemple, les Français vont déporter au Libéria Harris, donc qui était passé souvent, les mouvements de protestation vont s'exprimer à travers des mouvements religieux ou messianiques comme au Congo avec le kimbanguisme. Et donc, voilà, c'est vraiment une période assez intéressante, notamment pour les jeunes générations à étudier. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui a fait que les colonies vont tout d'un coup prendre conscience de leur importance, même s'il faut attendre encore la Deuxième Guerre mondiale pour que tout cela puisse s'exprimer publiquement. D'abord parce que la France et la Grande-Bretagne vont tout de suite songer aux colonies, compte tenu de l'expérience de la Première Guerre mondiale, d'une part, et d'autre part, les Africains, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les mouvements d'émancipation vont commencer à naître jusqu'à conduire les populations africaines aux indépendances de 1960. Voilà, nous parlons justement de l'hommage aux soldats africains. Est-ce que, qui sont ces héros africains justement qui ont, d'après vous, ceux qui peuvent vous revenir comme ça en mémoire, ceux qui ont participé justement à ces 2 fléaux qui ont ravagé l'humanité? Bon, d'abord,
la participation des Africains à ces deux guerres mondiales apporte la preuve que les acteurs de l'histoire, ce ne sont pas seulement les grandes élites politiques, mais c'est aussi monsieur tout le monde, la population, la grande masse. Parce que les soldats étaient recrutés d'abord. Les recrutements se faisaient d'une façon parfois très dure, hein, très brutale. Donc ça, c'est un. Et puis surtout aussi, les civils. On parle très rarement des populations africaines. Mais pendant la Première Guerre mondiale, ce sont les civils qui constituaient la pièce maîtresse de la logistique, parce qu'il fallait porter à dos d'hommes les pièces d'artillerie. Donc voilà, les vrais héros des deux guerres mondiales, ce sont les peuples africains, et non pas seulement les élites. Et donc, en Allemagne, lorsque la guerre va déclencher pour envahir l'Europe, ce sont les métropoles qui vont aller en Afrique pour chercher justement dans les pays dans lesquels ils contrôlaient, des sujets pour venir combattre ici. Mais en retour, qu'est-ce que l'Africain a gagné de tout ça ? Bon, l'Africain a beaucoup gagné, je pense, parce qu'il faut voir tout cela sur la longue durée. Hein. Dans un premier temps, on peut douter, on peut dire, voilà, les Africains n'ont rien gagné. Mais en réalité, les Africains ont beaucoup gagné. D'abord parce que ils ont pris conscience justement de l'importance qu'ils représentent. Et en tout cas, ça a été un des facteurs d'accélération de l'histoire conduisant vers les indépendances africaines. Ça, c'est la plus belle des victoires. Ce n'est pas seulement sur le champ de bataille, mais c'est sur le plan de l'accélération de l'histoire que les Africains ont remporté la plus belle des victoires. Non pas seulement sur le plan militaire, mais surtout sur le plan en tant qu'acteurs de l'histoire pour recouvrer leur indépendance. Voilà, vous qui êtes chercheur en sciences sociales et vous êtes donc expert aussi en cette matière de l'histoire du continent, est-ce que ici, au niveau de la diaspora africaine, quel est l'apport justement de la diaspora aujourd'hui par rapport à ce regard vers le passé ? Mais je pense que de plus en plus, les Africains, non seulement de la diaspora, mais même sur le continent là-bas, de plus en plus dans les universités, les Africains commencent à se poser des questions, à s'intéresser à cette période souvent occultée, parce que la manière dont l'histoire a été écrite, enseignée, évidemment occultée, tous ces épisodes-là. Par exemple, pour ne prendre que l'exemple d'un pays comme le Congo-Kinshasa, mais très peu de Congolais savent que pendant la Première Guerre mondiale, il y a des Congolais qui vivaient en Belgique qui se sont engagés dans l'armée belge. Il y avait tout un bataillon qui n'était constitué que des anciens coloniaux et aussi des Congolais qui vivaient en Belgique. Par exemple, souvent on cite les cas de trois d'entre eux, Paul Pandafarnana, Aboji et une troisième. Ils vivaient déjà dans les années 40 en Belgique. Des années 20. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Là. Ouais. Et que Paul Pandafarnana, après sa participation à cette Première Guerre mondiale, a fait toute une série de revendications. Par exemple, c'est une de ces revendications, c'est l'érection, par exemple, du monument du soldat inconnu à Léopoldville. Ça, c'est une des revendications de Paul Pandafarnana. Autre revendication, il a exigé l'abolition du travail forcé et surtout la formation des élites congolaises et surtout l'élection d'un conseil général qui doit gérer les affaires du Congo. Donc, nous sommes en 1920. Il ne parle pas encore de l'indépendance, mais il est pour l'abolition du système colonial. Donc voilà tout cela ouvre aux chercheurs africains, notamment aux jeunes générations, des champs de recherche pour approfondir l'histoire du Congo, afin de l'Afrique en général, pour s'approprier toute une mémoire historique qui a été pendant très longtemps confisquée, aussi bien par les pouvoirs politiques coloniaux que par des pouvoirs politiques post-coloniaux. Alors qu'est-ce que les archives aujourd'hui disent de M. Farnana, vous avez dit tout à l'heure ? Oui, mais en ce qui concerne M. Paul Pandafarnana, quand vous lisez les publications de l'époque, il est décrit comme quelqu'un d'agité, mais en réalité... Il était originaire du Congo-Kinshasa, donc la région vers Boma. Il a étudié en Belgique, il a fait des études supérieures. Déjà dans les années 14 ? Dans les années 14, en tout cas, déjà en 1914, il était déjà diplômé de grandes écoles, aussi bien en Belgique qu'en France. Et puis, il a travaillé au ministère de l'administration coloniale, d'abord au Congo, et puis il est rentré en Belgique. Mais actuellement, il y a deux universitaires congolais, M. Zana Tambala, qui est chercheur à l'université de Louvain, et M. Antoine Chitungu, qui est un écrivain. Tous les deux
ils vont bientôt publier un ouvrage sur Paul Pandafarnana. Et donc, j'espère que Télésud aura l'occasion de les inviter pour qu'ils puissent parler de... Parce que Paul Pandafarnana est considéré comme un des tout premiers intellectuels congolais et un des premiers nationalistes congolais. Alors, parlons un peu de l'Afrique et de l'Ouest. Dans vos recherches, je pense que vous avez noté aussi que l'Afrique de l'Ouest avait participé, était aussi impliquée dans la guerre, dans les deux guerres. De quelle manière avez-vous retrouvé ces informations? Toujours, il faut se plonger dans les archives, aller au-delà des clichés, aller au-delà de ce qui nous est habituellement raconté, c'est plonger dans les archives, faire un véritable travail de chercheur. À ce moment-là, on se rend compte que souvent, ce qui est dit sur le plan politique, même sur le plan pseudo-universitaire, n'est pas forcément les réalités. Et donc, ce que j'ai appris de beaucoup plus substantiel, c'est qu'il appartient surtout aux universitaires africains eux-mêmes de pouvoir se plonger dans les archives. Quels sont les pays qui ont été le plus impliqués dans les deux guerres? Mais parce que toutes les colonies ont été impliquées, donc indistinctement. Souvent, quand on parle des combattants africains, on dit généralement les tirailleurs sénégalais. Mais c'est un terme générique qui désigne l'ensemble des colonies françaises de l'Afrique occidentale. Alors, nous référons justement à ce livre de messieurs... le titre, c'est l'Afrique centrale, le Congo dans la tourmente. C'est une publication d'un collectif d'universitaires africains, Rupture, dans ces numéros. Donc, ces numéros étaient consacrés aux deux Congos. C'est un livre d'histoire que nous recommandons justement aux Africains. Je pense que la régie peut prendre un grand format pour montrer justement l'importance de l'histoire du continent africain. Un livre que nous recommandons justement à ceux qui veulent connaître un peu l'histoire de l'Afrique à lire. Monsieur, à vous. Vous disiez ? Non, c'est un ouvrage collectif publié par un collectif d'universitaires de l'Afrique centrale, Rupture. Et dans cet ouvrage, donc, ma contribution porte justement sur la question de l'armée au Congo démocratique. Alors, quelle a été cette contribution? Parce que on se rend compte que dans beaucoup de pays d'Afrique, si la démocratie est en train de buter, parmi les écueils sur lesquels bute la démocratie, c'est parce que nous n'arrivons pas à construire des armées qui soient des armées véritablement nationales, qui soient des outils de défense au service... que le Congo avait une armée? Non. Ou c'était l'armée coloniale? Mais l'armée actuellement, c'est aussi un héritage de la colonisation. Parce que pendant la colonisation, notamment dans un pays comme le Congo, l'armée était un outil au service du pouvoir politique colonial et souvent dressé contre les populations civiles, en dépit de la vaillance militaire des soldats congolais et même des soldats africains sur le théâtre des opérations des deux guerres mondiales. Sur le plan interne, c'était un outil de répression. Et donc, nous avons eu du mal, les Africains, notamment les Congolais, à pouvoir faire une véritable reconversion de l'armée coloniale en une armée véritablement nationale comme étant outil de défense pour défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance de l'État. Donc jusqu'ici, les armées restent encore des outils au service des ambitions politiques. Et si vous parlez du 28 août 1914 avec les forces publiques, commandées par le lieutenant-colonel Marchand, 1911, quelque chose comme ça, et l'implication des forces publiques à cette époque était de quelle tendance? Mais déjà en 1914, pendant la Première Guerre mondiale, il faut signaler les victoires militaires de soldats congolais, donc au Rwanda, au Burundi, Tanganyika. Et les soldats congolais se sont même battus aussi au Cameroun. Mais souvent, quand vous lisez les ouvrages, encyclopédie de la Grande Guerre, dictionnaire de la Grande Guerre, les soldats congolais sont décrits comme une force, on dit voilà, une force publique, les Belges ont créé une force dénommée force publique. Non, ce sont les soldats congolais qui se sont battus et les victoires militaires. Il y a beaucoup de rues de Kinshasa qui portent le nom des localités que les soldats congolais ou les soldats congolais se sont illustrés. Kigoma, Mayenge, Tabora, ce sont des localités situées dans l'actuelle Tanzanie, c'est-à-dire à l'époque dans l'ex-Tanganyika, où les soldats congolais se sont vraiment battus et ont remporté des victoires écrasantes. C'est comme ça que l'Urundi et le Rwanda, c'est-à-dire les Rwandais et les Burundis actuels, ont été attribués à la Belgique par la Société des Nations. Et le mandat a été confirmé par l'ONU en 1945. Alors, quelle est la perception aujourd'hui des Occidentaux, d'après vous, sur ce passé? Est-ce que l'Afrique peut aujourd'hui poser des questions aux colonisateurs d'hier
pour exiger quoi que ce soit par rapport aux crimes qui ont été commis. Parce qu'il y en a qui ont versé leur sang en leur nom, mais qu'est-ce que l'Occident, aujourd'hui qui est devenu très puissant, avait donné comme rétribution, justement, récompense plutôt, à l'Africain? Bon, il y a plusieurs problèmes. C'est le droit de l'Africain d'exiger ceci. Il y a plusieurs problèmes. Hein. Bon, le problème central, évidemment, c'est le problème des pensions des soldats qui ont été des anciens combattants. Ces problèmes, en France, jusqu'ici, ça n'a pas été correctement résolu parce que, et notamment pour ceux de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de cristallisation des pensions, c'est-à-dire que les soldats, les anciens combattants africains ne percevaient pas le même montant donc dans le pension que leurs anciens camarades français. Donc jusqu'ici, le problème n'est pas encore tout à fait résolu. Pour la Première Guerre mondiale, il y a presque plus d'anciens combattants. Et donc certains pays n'ont jamais posé correctement ces problèmes. Donc il revient au gouvernement africain de pouvoir correctement poser la question. En ce qui concerne le Congo, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'ancien gouverneur général de l'époque, Pierre Ryckmans, qui a parlé de dette de guerre. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Belges ont considéré que la Belgique devait forfaitairement accorder au Congo quelque chose comme 4 milliards de francs belges, mais sans qu'on nous dise sur quels critères les Belges se sont basés pour évaluer cette indemnisation. Alors, nous parlions tout au début de l'émission de la commémoration du 11 novembre de 2009 ici. Est-ce qu'il y a eu quand même un engouement de la part des Africains à participer massivement à cette commémoration? Le 12 décembre, au colloque organisé par le Cap-DIV, la salle était comble, donc les Africains étaient là. Non seulement il a été question de la commémorer, rendre hommage aux soldats aux anciens combattants de la guerre mondiale, mais aussi on a évoqué la mémoire donc de l'ancien gardien de la maison de Gorée, donc qui était la maison des esclaves. Donc la salle était comble et les Africains, les participants ont montré un intérêt assez évident pour ces genres de questions. Donc il reste maintenant aussi aux médias, Télé-Sud et d'autres, de faire en sorte que les opinions publiques africaines et aussi européennes puissent être sensibles à ces genres de commémorations. Est-ce que la nouvelle génération occidentale aujourd'hui comprend l'histoire de l'Afrique lorsque vous les fréquentez? Non, puisque déjà les Africains eux-mêmes aussi ne comprennent pas toujours. Donc les Français, tout comme aussi les nouvelles générations, tout comme aussi les générations africaines, sont en partie aussi victimes d'une écriture tronquée de l'histoire de l'Afrique. Et quel conseil il faut apporter pour qu'ils comprennent mieux l'histoire de l'Afrique? Il n'y a pas de conseil à apporter, mais il appartient aux universitaires africains d'assumer les responsabilités d'universitaires, de pouvoir écrire cette histoire, en tout cas la diffuser le plus largement possible et l'imposer en tant que discipline universitaire et aussi la vulgariser le plus largement possible à travers notamment des médias, à travers des publications. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'encourager Télé-Sud, en tout cas, dans cette voie, de pouvoir diffuser le plus largement possible l'Afrique, surtout en cette année où nous allons commémorer le cinquantenaire des indépendances, se poser la question, qu'avons-nous fait de ces indépendances-là? Quels sont les enjeux d'aujourd'hui, compte tenu des 50 ans passés? Comment envisager l'avenir et les devenirs de l'Afrique? Quel partenariat avec les anciennes métropoles? Compte tenu de la mondialisation des échanges, à la fois sur le plan économique, compte tenu aussi des nouveaux enjeux géopolitiques qui sont apparus depuis la fin de la guerre froide, parce que la guerre froide avait hypothéqué largement les développements de l'Afrique. Nous sommes sortis de la guerre froide, mais nous tombons dans d'autres travers, parce que la mondialisation, c'est aussi un autre piège pour l'Afrique. Donc il faut en sortir, mais pour cela, il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence politique, faire preuve aussi d'intelligence du politique. Votre souhait, en un peu de mots? Mon souhait, c'est que de plus en plus, les Africains puissent se prendre en charge et être beaucoup plus conscients de responsabilités qui sont les leurs, notamment les élites, parce que les sociétés africaines font toujours preuve de beaucoup d'inventivité, mais le grand problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est souvent malade de ses élites, notamment élites politiques, mais surtout aussi des élites intellectuelles. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et prochainement, nous allons parler du panafricanisme, mais déjà l'émission qui va suivre prochainement, nous allons parler de la République centrafricaine. Merci, à très bientôt pour Devoir de mémoire.